À 1 heure passée de 23 minutes, au matin du 26 avril 1986, le monde est à quelques secondes de la plus grave catastrophe nucléaire de tous les temps. Le réacteur nucléaire numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, en Union soviétique, vient d'exploser. L'enregistrement de la première alerte, donné 5 minutes seulement après le début de la tragédie, a été conservé. Le jour se lève sur un triste tableau, révélant l'étendue des dégâts causés par l'explosion. Mais le pire est encore à venir. La catastrophe de Tchernobyl porte en elle la maladie et la mort. Elle va remettre en question l'utilisation de l'énergie nucléaire. En Union soviétique, elle provoque un tel traumatisme que certains y voient les prémices de la fin du régime. Ce film raconte, minute après minute, l'heure qui a précédé cette tragédie, telle qu'elle a été vécue par ses principaux acteurs, les ouvriers de la centrale, dont beaucoup mourront dans l'accident, et les badauds innocents venus regarder l'incendie. S'appuyant sur des documents d'enquête et les rapports de témoins directs, il a été tourné sur les lieux mêmes du drame, dans les secteurs intacts de la centrale de Tchernobyl. La salle de contrôle du réacteur numéro 4. C'est ici que seront prises toutes les décisions clés au cours de la prochaine heure. L'avenir du réacteur et celui du monde est entre les mains de 3 hommes. À seulement 26 ans, Leonid Toptounov occupe le poste de contrôleur en chef de la centrale. Sa tâche est de contrôler l'énorme masse d'énergie générée par le réacteur. Alexandre Akimov est le contremaître de nuit. C'est le commandant du navire. Mais cette nuit, l'un de ses supérieurs est là, l'ingénieur en chef adjoint Anatoly Dyatlov. Il est l'un des meilleurs ingénieurs nucléaires du pays. C'est également un homme aguerri par des années au service d'un régime particulièrement dur. L'autre personnage central de la tragédie est le réacteur numéro 4 lui-même, qui vient tout juste d'être mis en service. L'un des fleurons de la technologie soviétique qui fait la fierté du régime communiste. Ce soir, dans la salle de contrôle, on s'apprête à effectuer un test de sécurité sur le réacteur. Мощность упала почти до 500 мегаватт. А что с Ларом? Я отключаю локальный автоматический регулятор мощности реактора. Un différend oppose les deux ingénieurs de la centrale et Dyatlov au sujet du niveau de tension auquel il faut commencer le test. Орден включился, но все равно мощность падает. Продолжайте. Что происходит? Вы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Это же небезопасно. Что ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят. Это набрал таких наглых карасей. Анатолий Степанович, мы и так уже опустились. Mais Tchernobyl abrite 2 secrets qui vont se révéler mortels. Le premier est un défaut dans la conception même du réacteur, défaut dont les ingénieurs ne savent rien et qui le rend très instable lorsqu'il fonctionne à basse tension. Le second concerne l'homme responsable de l'équipe. Anatoly Dyatlov a un compte personnel à régler avec cette technologie qu'il essaie de dominer. Ce soir, l'ingénieur et le réacteur vont s'engager dans un bras de fer dont aucun ne sortira gagnant. Minuit passé de 31 minutes. Le désaccord concernant le niveau de tension auquel doit commencer le test de sécurité tourne au conflit. Анатолий Степанович, мы и так уже опустились ниже уровня безопасности в 700 мегаватт. Мощность падает очень быстро. Единственное, что здесь нестабильно, так это работа твоих некомпетентных людей.
C'est à la demande des autorités nucléaires du pays que ce test doit être effectué. L'Union soviétique est toujours habitée par la grande peur de l'ère de la guerre froide, celle d'une attaque éventuelle. Quelques années plus tôt, les forces israéliennes ont bombardé un réacteur nucléaire irakien construit par les Russes. Depuis, les scientifiques soviétiques demandent que des tests soient effectués sur leur réacteur. Ils veulent savoir comment ils réagiraient si leurs réserves d'énergie étaient touchées. L'ingénieur en chef adjoint Anatoly Dyatlov ignore délibérément les consignes de sécurité édictées pour ce test. Ces consignes stipulent que le courant alimentant le réacteur doit se trouver dans une fourchette de 700 à 1000 MW au moment où le test commence. Dyatlov veut descendre jusqu'à 200 MW pour protéger l'eau de refroidissement qui sert à prévenir une surchauffe du réacteur. Il pense que cela ne présente aucun risque. Malheureusement, ce soir-là, personne dans la salle de contrôle n'était à son niveau hiérarchique ou au-dessus de lui. Et il n'y avait personne qui ait un caractère assez fort pour s'opposer à lui ou qui soit professionnellement assez qualifié pour que Dyatlov puisse respecter son opinion. Реакторы не ошибаются, ошибаются люди. Давайте за работу. Dyatlov n'est pas un inconscient. C'est un homme que le régime gouvernemental a formé et promu à un poste élevé. Fils d'un pêcheur sibérien, il s'est enfui de chez lui à l'âge de 14 ans. Il a surmonté ses débuts difficiles pour s'élever au rang d'ingénieur. C'est un homme du parti qui essaie de suivre les règles du jeu, même s'il sait très bien que dans le domaine nucléaire, ces règles ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Pour que les choses se fassent, il faut souvent savoir improviser. La tension baisse trop rapidement dans le réacteur. Что там у тебя? Ну, мощность быстро падает. Ты что натворил, идиот? Что ты наделал? Ты же мощность упустил! У тебя же руки из задницы растут! Да помоги ты ему! Успокойся, успокойся, не суетись. Начинаем все сначала. Успокойся. À moins de 2 km de Tchernobyl se trouve la ville dortoir de Pripyat. Tous ceux qui y vivent travaillent à la centrale nucléaire. Bien qu'ils l'ignorent, le destin de tous ces gens est en train de se jouer dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4. Parmi eux, dormant du sommeil du juste, se trouve Nikolai Fomin, l'ingénieur en chef de la centrale. C'est lui qui a donné l'ordre que ce test soit effectué. À 2 pas de là, Natasha Yuvchenko ne dort pas. Son fils de 2 ans, Kirill, refuse de s'endormir. De sa fenêtre, elle voit les lumières de la centrale nucléaire où son mari, l'ingénieur Sacha Yuvchenko, travaille ce soir dans l'équipe de nuit. En traversant le couloir de la turbine, long d'1 kilomètre, Sacha ne pense pas au travail, mais aux vacances du 1er mai qui approchent. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais bien habillé. Le temps était très agréable, très chaud pour ce début de printemps. Je suis parti au travail d'excellente humeur. Ma femme m'a dit ensuite que cette nuit-là, notre fils Kirill n'avait pas du tout dormi. Il l'a tenu éveillé toute la nuit. Natasha n'est pas la seule à ne pas dormir. 2 pêcheurs veillent aussi. L'un d'eux travaille dans le service de maintenance de la centrale. Il compte prendre les poissons attirés par les eaux chaudes qu'elle rejette. 1h moins 24 minutes. Un nouveau problème perturbe la concentration de l'équipe, dont les membres sont de plus en plus tendus. Уровень воды в барабан-сепараторах опасно низкий. Давай соберись, это твоя работа.
L'ingénieur en chef de l'unité de contrôle, Boris Stoliarchuk, surveille le flux d'eau qui passe dans le réacteur. Il est habitué aux fréquentes alertes de ce type. À basse tension, il est toujours difficile de contrôler le niveau d'eau dans les tambours de séparation. Tous les gens de l'équipe le savaient, raison pour laquelle je ne m'inquiétais pas à ce moment-là. 1h moins 22 minutes. Le réacteur s'est totalement arrêté. Dyatlov prend alors une décision qui sera fatale. Ты же уронил реактор! Имбецил ты долбанный! Ну давай, поднимай мощность! Выводи регулирующие стержни! Бегом! Après minuit et demi, pour augmenter la puissance du réacteur, l'équipe a dû remonter toutes les barres de contrôle. Ces barres de contrôle sont à la fois l'accélérateur et le frein du réacteur nucléaire. Sous le couvercle, qui fait plus de 15 mètres d'épaisseur, se trouvent 1661 crayons d'uranium enrichi qui descendent dans le cœur du réacteur. La fission des atomes d'uranium de ces crayons libère une chaleur énorme qui transforme l'eau en vapeur. Cette vapeur entraîne des turbines géantes qui produisent de l'électricité. Pour maîtriser cette énergie, 211 barres de contrôle en bord sont réparties dans le cœur du réacteur. Si elles sont remontées, la tension augmente. Si elles sont toutes extraites d'un coup, les ingénieurs ne peuvent plus freiner le réacteur. Pourtant, c'est ce que Dyatlov ordonne de faire à ses hommes. Извините, Анатолий Степанович, но разве мы не должны остановить реактор? И так положено в инструкции. Это верно, Анатолий Степанович. Это абсолютно верно. Если мы извлечем регулирующие стержни, управлять реактором нам после этого становится почти невозможно. Как же испытания не проводить из-за таких кретинов, как вы? Испытание будет проведено сегодня! А тебе я скажу. Если ты не хочешь или не можешь выполнять приказания, я могу избавить тебя от этой необходимости. Ты меня понял? Да. Пошел вон! Пригуб, прими управление! Начали. Осторожнее. La mutinerie a échoué. Trégoub et Akimov relancent le réacteur. Au bout de 5 minutes, la tension augmente à nouveau. Dyatlov a obtenu ce qu'il voulait. Мне удалось поднять мощность реактора до 160 мегаватт. Ладно, передай управление Топтунову. Вперед. Только не уходи и постой с ним рядом. Les membres de l'équipe ont de bonnes raisons de s'exécuter. Le métier d'ingénieur nucléaire est prestigieux et bien payé. Tous ces hommes sont confortablement logés avec leurs familles dans la ville nouvelle de Pripyat. Les magasins sont bien approvisionnés. Les habitants disposent d'une école flambant neuve et d'un parc de loisirs. Personne ne voulait perdre son poste. Cela aurait voulu dire perdre son appartement à Pripyat et être muté ailleurs dans quelques villes sordides de Sibérie. C'est par peur de se faire renvoyer qu'ils n'ont pas protesté plus fort quand ils ont compris que ce qu'on leur demandait pouvait être très dangereux. 1h moins 8, nouvelle alerte. Уровень воды в барабан-сепараторе опасно низкий. Разберись, он не маленький! Dans le reste de la centrale, personne n'est au courant du conflit qui agite la salle de contrôle. Pour des ouvriers comme Sacha Yuvchenko, c'est la routine d'un service de nuit comme un autre. Mon équipe n'avait pas de tâche spéciale à effectuer cette nuit-là. J'avais déjà fait un tour de garde et nous pensions tous que le réacteur était déjà éteint. Je pensais que les tests avaient été effectués au cours de la garde précédente.
Dehors, tout est tranquille. Une heure, 3 minutes. Après l'échec de la tentative de mutinerie, le calme règne à nouveau dans la salle de contrôle. Les hommes ont réglé la tension au niveau désiré par Дятлов pour effectuer le test. Анатолий Степанович, мы снова вышли на мощность в 200 мегаватт. Очень хорошо. Начинайте испытание. Но по регламенту начинать испытания я могу только при мощности в 700 мегаватт. Если вы хотите проводить испытания при уровне мощности в 200 мегаватт, я прошу вас занести это ваше распоряжение в оперативный журнал. Да будет вам известно, что как заместитель главного инженера я имею полномочия изменить параметры проведения испытаний. И я ими воспользуюсь. Продолжайте испытания. Dans la salle de pompage, le mécanicien Valéry Kodemchuk reçoit la visite d'un de ses amis, le contremaître Valéry Переватченко. Kodemchuk ne sait pas qu'il lui reste moins de 20 minutes à vivre. А я специально пораньше из Киева вернулся. Ну что, продал машину скоро? Ну, по крайней мере, с покупателем договорился. Хорошо, поздравляю. Как говорится, прощаю, Москвич-2140, здравствуйте, Жигули. Отлично. Я думаю, что, может быть, еще останется и на джинсы. Да ладно. Ну ладно, будем видеться, пока. Давай, до встречи. Переватченko va ensuite rendre visite à Sacha Yuvchenko au service de maintenance. Une requête innocente les ramène à la salle de pompage près du cœur du réacteur. Мне нужно немного зеленой краски. Зачем? Мне надо обновить маркировку на упаковке. А пойдем, у меня в бутовке еще что-то. Да? Кстати, Саня вот совершенно не разбирается в рыбалке. Кстати, так же, как и ты. Le manque d'eau continue de déclencher l'alarme, mais aucun des ingénieurs ne pense qu'un accident grave puisse se produire. Pour leur chef, Nikolai Fomin, c'est tout simplement inconcevable. Fomin avait suivi des cours en ingénierie nucléaire par correspondance. Il n'était pas expert en la matière. C'était surtout sa réputation au sein du parti qui lui avait valu ce poste. Contrairement à Дятлов, qui était conscient que ces réacteurs pouvaient être dangereux, Fomin croyait tout ce qu'il lisait. Et au sujet de la sécurité, il a déclaré « Le risque d'accident est très faible. Il y a à peu près le même pourcentage de risque que d'être frappé par une météorite. » Même Alexandre Akimov, un ingénieur conscient du danger que représente la technologie nucléaire, a estimé officiellement que le risque d'accident à Tchernobyl était de 1 sur 10 millions par an. Mais Akimov et ses collègues ne connaissent pas ce réacteur aussi bien qu'ils le pensent. Ils sont les victimes de longues années de dissimulation et de négligence. Рабочими буднями стала для нас и одна из республиканских целевых программ «Энергокомплекс». Depuis les années 60, le développement de l'énergie nucléaire est une des priorités du gouvernement soviétique. Rien ne doit entraver cette politique, pas même le KGB. Ces documents du KGB, récemment rendus publics, attestent qu'entre 1979 et 1986, les autorités ont ignoré de nombreux avertissements signalant que la centrale de Tchernobyl présentait de graves défauts de conception. Viktor Bukhanov, le directeur du complexe, et son équipe ont tout fait pour que le réacteur numéro 4 soit mis en service avant la date prévue. Ce qui leur a permis de recevoir des primes substantielles, également versées aux barons locaux du parti. La sécurité est passée au second plan. Bukhanov, qui était le directeur de Tchernobyl, était prêt à tout pour tenir les délais de construction. Par exemple, le toit des réacteurs aurait dû être construit avec des matériaux ignifugés. Mais comme il n'en avait pas sous la main, il a fait utiliser des matériaux combustibles. Les incidents sont fréquents, mais ils sont étouffés.
Le test qui a lieu cette nuit aurait dû être effectué avant la mise en service du réacteur numéro 4. Une chose terrible est en train de se produire au cœur même du réacteur, mais dans la salle de contrôle, personne n'en est encore conscient. Les quelques barres de contrôle en bord qui sont encore dans le réacteur ne sont que partiellement enfoncées. Toute l'énergie produite est en train de se concentrer en un point chaud au fond du cœur, à un endroit où les détecteurs fonctionnent de façon moins efficace. Le réacteur est maintenant une véritable bombe à retardement. « 1h12. La pression monte dans le réacteur numéro 4, tout comme chez l'homme qui contrôle les événements de la nuit, l'ingénieur en chef adjoint Anatoly Dyatlov. Malgré l'opposition de l'équipe de la salle de contrôle, Dyatlov est toujours déterminé à mener le test jusqu'au bout. Cette attitude s'explique peut-être en partie par le fait qu'il est mal vu du Parti communiste local. Il a la réputation d'être trop dur avec ses ouvriers. Son patron, Nikolai Fomin, doit bientôt être promu. Si le test réussit, Dyatlov espère obtenir le poste de Fomin, ce qui le fera sortir du statut de simple ingénieur encadrant des équipes d'ouvriers. Mais son histoire est aussi marquée par une tragédie personnelle. Dans les années 60, il travaillait en Sibérie. Il installait des réacteurs nucléaires sur des sous-marins. Il y a eu un accident nucléaire. L'enquête a montré que Dyatlov pouvait en être à l'origine, même s'il n'a jamais été prouvé qu'il en était directement responsable. Il a été exposé à 200 rem, l'équivalent de 3 fois la quantité de radiation que l'on reçoit au cours d'une vie. Peu après cet accident, le fils de Dyatlov est mort d'une leucémie. C'est la maladie la plus courante développée par des enfants exposés aux radiations. On dit que la tragédie l'a changé, l'a rendu plus dur, plus déterminé. Ce soir, il affronte cette puissance nucléaire qui lui a peut-être pris son enfant. 1h17. Il reste moins de 6 minutes avant le lancement du test de sécurité. Dyatlov est confiant. От 200 мегаваттов расход воды небольшой. Мы сможем повторить испытания, если что. До сих пор таких испытаний не проводили. Mais à l'insu de tous, au fond du réacteur, le point chaud s'intensifie. Еще 2 минуты и все. Шевелитесь, шевелитесь. À l'extérieur de la salle de contrôle, la vie suit son cours et les conversations vont bon train. Фомин делает на атомной электростанции. Он же обычно работал на обыкновенных электростанциях. А, тогда ясно, почему он сказал, что управлять реактором так же просто, как электросамоваром. Ты комара когда-нибудь видел? Ну. Тогда представляешь, какой тонкой струйкой он мочится. Вот такой же толщины должна быть та ниточка, по которой нужно ходить, чтобы преуспеть в партии. Ты думаешь, это у тебя получается? Тогда, наверное, надо оставить эти разговоры. А то сибирские комары закрыты. Да. Брось сигарету. Жена звонит. Да? Да, хорошо, сейчас буду. Держи. Вернусь, докурю. Дятла вызывает срочно. Смотри, чтоб дятел не закрыт. А он таки закрыл. En se rendant à la salle de contrôle, Perevachenko passe devant le réacteur. Ну, ежели, наконец, все готовы, может, мы начнем испытание? Запишите все параметры испытания турбогенератора. Мы начинаем.
Саш, ты не прав. Тишка, это прекрасно. Может, для тебя прекрасно, а для меня пока рано. Я пока об этом не думаю. Зря. А мы вот думаем. Второго уж думаем. Включить 2 резервных насоса. Включить 2 резервных насоса. Резервные насосы включены. Хорошо. Ну что, Александр Федорович, начнем испытание. Au début du test, les turbines ne seront plus alimentées en énergie, elles tourneront en roue libre. Des générateurs diesel prendront le relais, mais il faudra attendre 40 secondes avant qu'ils n'entrent en fonction. Les turbines arriveront-elles alors à faire fonctionner les pompes à eau jusqu'à ce que les générateurs diesel prennent le relais? Si l'eau venait à stagner, le réacteur pourrait la faire bouillir jusqu'à son évaporation complète. Mais pour Dyatlov, qui ne se doute toujours pas qu'un point chaud s'est déjà formé, le danger est purement théorique. On coupe l'alimentation des turbines. Sous l'effet de leur ralentissement, les pompes envoient moins d'eau vers le cœur du réacteur. À mesure que le niveau de l'eau diminue, la vapeur augmente. Cette vapeur sous pression se masse chaque seconde un peu plus autour du point chaud invisible qui s'est formé au cœur du réacteur. La pression augmente encore. La vapeur envahit la salle de pompage. Perevatchenko se trouve sur la coursive surplombant le couvercle du réacteur. Il découvre un phénomène auquel jamais personne n'a assisté avant lui. Dans le cœur du réacteur, la pression est telle qu'elle fait sortir de leur cavité les bouchons des crayons de combustible pesant chacun 350 kg. Произошел резкий скачок мощности. Я включаю систему аварийного снижения мощности. Ce dispositif d'alerte, quand il est enclenché, fait automatiquement descendre les barres de contrôle en bord dans le cœur du réacteur pour y réduire l'activité. Mais cette manœuvre va avoir un effet imprévisible et fatal. Les barres de bord avaient un bout en graphite. Et durant les premières secondes où elles ont été insérées dans le réacteur, ce graphite a provoqué une brusque augmentation de la tension au lieu de la faire baisser. L'alerte AZ5, déclenchée juste avant l'explosion, n'a pas multiplié la tension par 2 ou 3, mais par plus de 100. Это
Это не у меня, Анатолий Степанович. Что происходит? Это у Столярчука. Реактивность удваивается каждую секунду. Это невозможно. Уровень мощности превысил 530 мегаватт. Наконечники срывает с крышки реактора. Ребята! Ребята! Люди! Котик дома. Котик. Интересно. А кто играется в котика? Никита играется. La vapeur sous pression amassée au cœur du réacteur ne peut plus être contenue. 50 barres de combustible et de contrôle sont littéralement mises en pièces. La pression monte en flèche, transformant le réacteur en une gigantesque cocotte minute. Що таке? Стріл? Вогонь якийсь. Куда делся свет? Нет, что случилось? Пропало питание! Это не Это у тебя там опять? Что Посмотри происходит? немедленно! Сбегай к Столярчуку! Куда энергия девалась? Что случилось? Никто не знает. Почему света? Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывают датчики? Tout d'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une explosion hydraulique dans le séparateur. J'ai essayé de changer les réglages pour compenser, mais c'est à ce moment-là que s'est produite la seconde explosion. Quelques secondes après la première explosion, on en a entendu une deuxième, extrêmement forte. Je ne savais pas ce que c'était. On a juste senti l'onde de choc. Elle a fracassé ma porte. Le couvercle de protection de 500 tonnes est soufflé. L'air est maintenant aspiré vers le fond du réacteur, le transformant en un gigantesque chalumeau qui projette 50 tonnes de combustible nucléaire dans l'atmosphère. 10 fois Hiroshima. 700 tonnes de graphite radioactif sont projetées autour de l'usine. Un épais nuage de poussière se répand dans la salle de contrôle, dégageant une odeur étrange. Les gaz émis par le cœur du réacteur laissent un goût métallique dans la bouche, comme l'ozone après un orage. L'odeur fétide de la mort plane dans l'usine. Cette poussière est le manteau sous lequel se cachent les radiations invisibles et meurtrières. Les opérateurs de la salle de contrôle se trouvent assez loin du cœur du réacteur pour survivre à l'explosion, mais certains le regretteront. Beaucoup auront à endurer des jours, des semaines, voire même des années d'agonie, les radiations les consumant littéralement de l'intérieur. Le mur était en béton armé d'1 mètre d'épaisseur. Je l'ai vu brusquement se tordre comme s'il était en caoutchouc. On a été plongé dans le noir immédiatement. Plus aucune lumière ne fonctionnait, la vapeur envahissait tout. C'est le souvenir que je garde de ce moment. La poussière, la vapeur, l'obscurité, et aussi un sifflement horrible. J'ai d'abord pensé que c'était un tremblement de terre ou que le pays était attaqué. Je ne pensais pas du tout au réacteur.
Это был мой оператор, Виктор. C'était mon opérateur, Viktor Dektorenko. Я его узнал, собственно, только по голосу. C'est à sa voix que je l'ai reconnu. То есть лицо было обожжено. Son visage était brûlé et il était couvert de sang. Крови, и в этом, то есть одежда была уже не белая, а, можно сказать, черная. Вот, а он мне сказал... Victor était en état de choc, mais il m'a dit qu'il avait été près des pompes avec Roussenovski, le deuxième opérateur de la salle de pompage. Они были вместе с Геной Русановски, это второй оператор ГЦН. И что он там остался? Il m'a dit qu'il y était encore, qu'il fallait que j'aille l'aider. Quand je l'ai trouvé, tout son corps tremblait, comme souvent après un choc. Il a tendu la main et il m'a dit... Mais je n'ai trouvé qu'un tas de ruines. S'il était là, il avait dû mourir écrasé sous les piliers. À la place du plafond, il y avait le ciel. Un ciel étoilé. À 3 heures du matin, je ne pouvais pas m'arrêter de vomir. C'était les premiers signes de la maladie des radiations. À 6 heures, je n'étais plus en état de me rendre seul au poste de secours. On m'y a transporté, on m'a mis dans une ambulance et on m'a conduit à l'antenne médicale. Sacha Yuvchenko survivra. D'autres meurent. Le nuage radioactif qui s'échappe du réacteur se répand sur la Biélorussie avant de se diriger vers le cœur de l'Europe. Le cauchemar ne fait que commencer. Le matin du 26 avril 1986,